interprétations en fait. Là, c'est plus la question des interprétations d'une œuvre. Ça revient en permanence. Une œuvre entre guillemets de base qui est réinterprétée au cours des décennies ou des siècles qui suivent en permanence. C'est. Pour prendre Tim Burton, ce qu'il a fait avec Alice récemment, c'est une interprétation de Lewis Carroll. Oui, oui, forcément. Mais la question se pose plus trop de voir si on est exactement identique à l'esprit original, sinon au contraire, il n'y a plus de création. Oui, il faut avoir quelque chose à dire. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et faut l'œuvre Parfois, ça peut être purement esthétique. Voilà. Et faut l'œuvre originale, je veux dire, si on prend 20 milieux sous les mers, je crois qu'il n'y a pas une seule adaptation, même la plus mauvaise, qui ait raté le côté émerveillement, justement. Je veux dire, la version de 1925 était fabuleuse, c'était un des premiers films avec des prises de vue sous-marines. La version de Disney, bon bah c'est la version de Disney. Le téléfilm avec Michael Caine était pareil, c'était foutrage. Voilà, parce que l'œuvre originale avait tout le potentiel d'émerveillement déjà intrinsèquement. Donc c'est auteur. Mais le début, ça a réussi à m'émerveiller, même dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est pas vrai. Il y a un très joli Nautilus. Ah aussi, le Nautilus, il est... C'est surtout quand il arrive à sortir un truc de 200 mètres de haut d'une petite flaque en bord de côte, là ça m'a fait complètement marrer. Dans un canal de Venise. Dans les canaux de Venise aussi, c'est marrant. Mais juste chose, je pense que la science-fiction s'est arrêtée à la fin des années 70. Après, il n'y a quasiment plus rien. Ce mouvement, en fait, c'est le recyclage de ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire l'imagination qui s'arrête, on reprend ce qui est avant. Pourquoi ça marche maintenant? C'est parce que... Cela dit, il y a encore des grands artistes. Oui, bien sûr, bien sûr. Bethlehem, par exemple, qui est, à mon avis, un des plus grands illustrateurs et qui sait reproduire la science-fiction actuellement. Quand on voit ces personnages, on intègre un tel vivant à la fois une machine, je pense qu'il y a Philippe Cazin. quelques-uns. Mais enfin, ça oui. C'est vraiment le symbole de la femme. C'est en attendant autre chose. Oui. Mais autre chose qui met du temps à venir. Parce que je pense que Jules Verne, quand il a écrit, maintenant on en fait une génie, mais nous on revoit Jules Verne, c'est-à-dire on le revoit après. Ah mais bien sûr. Voilà, c'est tout. Est-ce que bah oui. Et en plus, les formes de l'époque, c'est prêt. Là, ça brille, c'est tellement beau. Non mais c'est vrai qu'après 70, on passe Heroic Fantasy, des choses comme ça, la science-fiction s'arrête. Mais la science-fiction à cette époque-là a posé des vrais problèmes, c'est-à-dire des problèmes de l'époque, du macro. C'est-à-dire ce qui se passait aux années 70, les années 60-80, j'ai pas, on a plus les réponses déjà. Je sais pas, on prend les bouquins de Willy par exemple. Le bouquin 2, pardon. Oui, Philippe Willy sur la pollution, c'est un premier bouquin terrifiant. Alors qu'aujourd'hui, il me semble. Ah, ça fait plaisir. C'est déjà pas mal. Ouais, non, je suis d'accord. Ah, mais disons que c'est plaisir, vous avez déjà des gens qui étaient avant. Même avec Lovecraft, par exemple. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est surtout une espèce de globalisation de l'idée du futur de la science-fiction quand on regarde. Regardez tous les films de science-fiction qui sont sortis sur 2012-2013, au niveau de l'esthétique, il n'y a pas de différence. On a l'impression que tout a été fait par le même artiste. Et je crois que ça a énormément à voir aussi avec tout ce qui est Internet maintenant. On a un énorme échange des cultures, on a l'impression qu'on a un mode de pensée mondial, au lieu de l'avoir à l'échelle d'un pays ou d'une ville comme on avait avant, qui permettait d'avoir énormément de genres et d'univers différents, suivant qu'on traverse la Manche ou pas. Je pense que du point de vue de la SF, ça nous a encore plus touché parce que le médiéval fantastique, ou justement médiéval, à une période à laquelle on peut se référer historiquement parlant. Pareil pour le steampunk, c'est les Américains voient plus un côté western par exemple que les Européens. Mais au final, pour la science-fiction, on va tous avoir une base commune de notre ère maintenant, avec tout ce qu'elle a de relié. Oui. Il y a les anthologies de steampunk. Oui, en France, il y en a eu. Il y en a eu dans les années 90, qui est plus dispo, qui s'appelle Futur antérieur. Mais qui vaut pour sa préface, mais qui le reste, les textes, pour certains vieillis beaucoup. C'est un bel effort. Voilà, mais qui n'a pas été suivi d'autres textes. Sinon, il y a maintenant ils en sont au 3e volume, aux
États-Unis, Steampunk 1, Steampunk 2, Steampunk 3. Anne Vandermeer. Où là, à chaque fois, dans chaque anthologie, ils font vraiment le point sur le steampunk américain du moment, avec un mélange de textes critiques et de nouvelles. Avec des thématiques. Oui. Il y avait une exposition sur chez Leslie. Oui, effectivement. Après, Oui. si je peux intervenir du point de vue éditeur, nous, chez Voyelle, qui est une petite maison d'édition, on avait envisagé une anthologie steampunk. Le problème, c'est que, même sans parler de steampunk précisément, mais en uchronie de manière générale, les soumissions de manuscrits, enfin, le nombre de textes est ridicule. Vraiment infime. En 5 ans, chez Voyelle, on a peut-être reçu 10 uchronies à tout casser, ce qui est petit, nouvelles et romans confondus. Donc c'est aussi qu'une anthologie steampunk, oui, ça aurait sûrement beaucoup de... Mais on n'a pas de Ça texte. veut dire qu'il y a peu de personnes qui écrivent dessus, ou il y a peu de personnes qui écrivent des nouvelles dessus? Alors, il n'y a peut-être pas peu de personnes qui écrivent, mais en tout cas, il y en a peu qui écrivent à un niveau entre guillemets professionnel, c'est-à-dire qui soumettent à des éditeurs et qui proposent leur texte. Il y en a très, Il y a aussi très, le fait que le steampunk n'est pas facilement... c'est pas quelque chose qu'on arrive facilement à placer en librairie non plus. C'est un peu entre les jambes. Si on prend l'exemple d'Eclipse, qui est une maison d'édition qui a fermé, qui a rouvert. qui a réouvert, a sorti les premiers ouvrages, notamment une traduction de Bone Shaker de Sherry Priest, qui était libellé steampunk à côté de fantasy et de science-fiction. Et c'est aussi en partie pour ça que ça n'a pas tellement marché. C'est que pour le tome 2, ils ont dû rectifier et mettre ça en science-fiction parce qu'il n'y a pas de place dans le catalogue libraire. Il n'y a pas de place ou l'image est encore moins bonne? Je pense que en tant qu'équilibreur, je peux dire que l'image n'est pas mauvaise, mais c'est vrai que il y a déjà tellement de catégories, de sous-catégories dans tous les rayonnages que dans le crayon, juste pour le steampunk, il y a pas tellement de production. Il y a 3 bouquins par an. Il y a pas vraiment vraiment- tout format de présentation. Tout format confondu, il n'y a pas énormément de production. Même si En BD, ça marche bien parce qu'il y a les séquences qui est... pas exactement de la SF, c'est pas du tout de la On a un peu plus. Pas de place. Voilà, il n'y a pas la place physiquement parlant. Pas au niveau de la culture. Vous avez un catalogue aussi qui s'appelle Maison d'ailleurs, qui est assez bien fait. À l'intérieur, il y a des illustrations. On nous fait signe qu'il faut terminer. Mais si vous voulez, on peut continuer un peu plus loin là-bas. On peut Autour d'une continuer bière. à discuter autour d'une bière. Monsieur propose de ramener des bières, moi je Ou d'un thé. Merci.